Bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous du jeudi, encore une fois, la ramée maintenant avec vous pour parler, je ne vous le cache pas, surtout d'actualité politique, parce qu'on le dit à chaque semaine, et c'est toujours vrai, il y a des élections municipales le 2 novembre. Cela dit, il y a eu aussi beaucoup de brassage politique hier, mercredi, avec le nouveau cabinet du premier ministre Legault. Alors, il y a quelques nominations et quelques départs dans le cas de nos représentants de la Rive-Sud, entre autres Yann Lafrenière, le député de Vachon, qui devient ministre de la Sécurité publique. On devrait l'avoir d'ailleurs la semaine prochaine en entrevue. Cela dit, côté municipal, quelques éléments de nouveautés depuis une semaine, entre autres des nouvelles candidatures du côté de Longueuil, Jean-François Boivin, un ancien conseiller municipal, qui va tenter de se faire réélire avec Option Longueuil. Il y a une candidate à la mairie du côté de Saint-Basile, Kim Méthode. Jean Latraverse sera aussi candidat dans une circonscription à Varennes. Le maire Martin Danfous de Varennes a présenté toute son équipe. Il y aura de l'opposition, oui, du côté de Verchères. Sarah Deshôtels, elle va être avec nous la semaine prochaine, et candidate à la mairie, ainsi que Catherine Lheureux, oui, c'est elle d'ailleurs, qui sera candidate à la mairie de Verchères, plutôt que Sarah Deshôtels. À Sainte-Julie aussi, Mario Lemay a présenté son équipe. Et à Saint-Amand, on me dit qu'il y aura de l'opposition. Cela dit, pour cette semaine et pour l'émission. Au menu, donc, Alvaro Cueto et Sylvie Paquette. Alvaro Cueto est conseiller municipal à Longueuil. Sylvie Paquette est candidate dans le secteur de la Flèche. Ils vont être avec nous tantôt. Également, Julie Caron-Malenfant, la présidente de l'Office de participation publique de Longueuil. Un nouveau mandat pour l'Office. Elle va nous expliquer justement de quoi il s'agit. Aussi, Vincent Lavigne, un autre candidat indépendant du côté de Longueuil, dans le secteur boisé Font-Rouge, va être avec nous tantôt, mais pour débuter l'émission, c'est un candidat à la mairie de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Il est connu parce qu'il est conseiller municipal actuellement, mais il a décidé de challenger, en bon français, le maire actuel. Il s'agit de Louis Mercier, qui est avec nous. Monsieur Mercier, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter à votre émission. Ça fait plaisir. C'est de votre faute un peu. Vous avez annoncé la semaine dernière, non, le 27 août dernier. C'est exact. Oui, vous avez annoncé votre intention de briguer les suffrages à la mairie de Saint-Bruno de Montarville. Vous êtes conseiller municipal depuis 4 ans déjà. C'est exact. Et vous voilà à la mairie. Pourquoi donc? Effectivement. Bien, écoutez, après 4 ans comme conseiller municipal, mon intention était de ne pas me représenter parce que j'avais atteint mon but important qui touchait celui de la poursuite dans les agglomérations. Ça, on en reparlera pas, sinon on va se rendre très loin et j'aurai pas le temps. Écoutez, j'ai été interpellé parce que, premièrement, il y a 3 points importants qui se présentent. Il y a un problème d'endettement. À Saint-Bruno? À Saint-Bruno. Il y a un problème de démocratie municipale, puis un problème d'information financière. Bien sûr, endettement et information financière se recoupent. Endettement, en 2023, notre taux d'endettement est à peu près, allez, 120, on va arrondir le chiffre, là, 120 %, quand la moyenne de nos villes limitrophes, les villes de l'agglomération, là, et Saint-Basile-le-Grand et Sainte-Julie, sont à peu près à 130. En 2024, on rattrape la moyenne. En 2026, on va passer de 130 % à 260 %. À 260 en 2026, puis ça va être comme ça en 27, 28, 29. En raison parce de quoi? Parce qu'on va avoir le plus beau complexe sportif au Québec, parce qu'on a la plus belle patinoire réfrigérée au Québec, et parce qu'on aime le beau à Saint-Bruno et qu'on veut le plus beau. Et là, on s'endette. Maintenant, qui dit endettement, après ça, il faut le rembourser. Et moi, ce sont des niveaux qui sont inacceptables. Puis, quand je dis 260 %, si on exclut notre quote-part d'agglomération de Longueuil qui est de 40 millions, puis on a un budget de 100 millions, il nous reste 60 millions, c'est le seul montant sur lequel on peut agir. Notre ratio d'endettement, il n'est pas 260, il est 360. Ça va bien? Ça va bien, première chose. Deuxième chose, déficit démocratique. Oui, démocratique. 2022, écoutez, le maire a voulu que l'opposition lui soit loyale. Dieu merci à la presse et aux médias. Mme Colpron avait fait un article pour soulever ça. Le lendemain matin, il y avait une enquête de la Commission municipale du Québec préventive. À Saint-Bruno? À Saint-Bruno. Okay. Saint-Bruno. Factuel, c'est vrai, c'est documenté. Parce que là, actuellement, la situation politique à Saint-Bruno, vous êtes 2, 3 conseillers municipaux? Dans le tour de table, il y a 6 conseillers municipaux du parti et il y a 2
deux personnes, il y a moi-même indépendant. Et Vincent. Et Vincent Fortier, Voilà. qui représentait le Parti d'Alliance. Et comme au déficit démocratique, il y a ça. Écoutez, au mois de février, le maire disait qu'il voulait une équipe complète de 8 personnes parce que c'est sans ralentissement, sans perte de temps. Les dossiers avancent lorsqu'on a une vision commune. Quand vous allez au sud de la frontière du Canada, il y a une vision commune à Washington et les dossiers avancent. Alors moi, je trouve ça inacceptable. On ne veut pas de débat autour de la table. On ne veut pas d'opposition parce que l'opposition dérange. Ça dérange. Et je dérange le maire parce que son terrain de prédilection, ce sont les chiffres. Et les chiffres, je connais. Restons dans les chiffres. Le maire nous donne de l'information comme quoi, on parlait de dette. Il va vous répondre si vous le venez ici. Oui, mais on va avoir les redevances de développement avec les beaux développements immobiliers derrière les promenades de Saint-Bruno. Oui, le fameux on projet va de faire du développement. 14 étages, ça va être super beau. On va avoir 4 000 nouvelles résidences. Des portes. 4 000 nouvelles résidences de portes avec 8 000 de redevance. Oui, ça fait de l'argent, mais il faut les construire. Puis il ne faut pas que ça soit... Ça, c'est pas la ville. Il faut le collecter. Il faut que le marché puisse absorber la croissance. Oui, ce serait vrai, parce que grâce à cela, le maire va dire que 50 du complexe sportif, et il l'a écrit dans le journal, là, la patinoire, 50 va être payé par des résidents actuels, 50 va être payé par les nouveaux venus. Les nouveaux venus ne sont pas là. Quand vous faites le calcul avec un modèle financier, puis que vous actualisez l'information, parce que c'est ce qu'il faut faire en analyse financière. On n'est pas dans le débit-crédit, là. Mais quand vous faites ça, en réalité, là, ça va faire pas loin de 75 du fardeau fiscal qui va être payé par les résidents actuels. Voilà pourquoi je me suis dit, c'est pas possible. Et il y avait un seul candidat qui était annoncé, le trempage. Je me suis dit, moi, je vais y aller. À 71 ans? À 71 ans. Vous avez indiqué que vous ne vouliez pas faire de carrière politique. Et pourtant... Écoutez, c'est lancé. On demande aux personnes de 65 ans et plus d'essayer de retourner au travail le plus possible pour contribuer à la régie des rentes, etc., etc. Écoutez, moi, je ne lâche pas le morceau parce que c'est important pour la démocratie. Vous êtes indépendant. Il n'y aura pas d'équipe. Il n'y aura pas d'équipe, Louis Mercier. Je suis indépendant. Je l'ai été. J'ai un dépliant qui va me motiver pourquoi je suis indépendant. Il ne doit pas y avoir de parti politique au provincial. On ne peut pas les... au municipal. On ne peut pas les défaire. On prend le train pour 4 ans. Au provincial, ça prend des partis pour avoir de la stabilité. À moins qu'il y ait de l'opposition, évidemment. Oui. C'est ça. Voilà. Donc, écoutez, en étant là, évidemment, dépendamment des gens-là, moi, mon rôle va être d'avoir une discussion autour de la table, fédérer les gens, puis arriver à une décision, puis éviter les prises de politique, là, de partisanes, etc., comme ça se fait actuellement. Je me souviens qu'il y a 4 ans, quand vous vous êtes présenté, vous aviez, vous l'avez dit tantôt, un cheval de bataille principal, c'était pas la guerre, mais en tout cas la contestation de la participation de Saint-Bruno de Montarville à l'agglomération de Longueuil. Vous avez même initié, je vous ai reçu il y a quelques mois, avec votre collègue Vincent, une poursuite pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de justice au niveau de la représentation de Saint-Bruno dans l'agglomération de Longueuil. En gros, c'est ça. Si vous permettez la précision, c'est que la loi des agglomérations, on va appeler ça simplement, ne respecte pas la Charte canadienne et québécoise des droits et libertés. Alors, face à cela, on a invoqué que ça enfreignait l'article 17 de la LECMA, c'est la loi des agglomérations, et l'article 14 du décret de l'agglomération. Et donc, on poursuit, on intente une action en justice contre le procureur général du Québec. Ça en est où? Écoutez, la procédure suit son cours. La procédure suit son cours. Suit son cours, il va y avoir une période interrogatoire, etc. Ça suit son cours. Il n'y a pas de nouvelles précises à apporter. Quand j'en aurai, je serai à l'aise de partager cela avec le public, je le ferai. Vous avez indiqué, je reviens, puis c'est la dernière question sur le volet candidature à la mairie, vous avez dit que vous vous éleviez au-dessus des affaires courantes parce que justement, les points que vous avez évoqués tantôt sont ceux que vous priorisez dans votre campagne électorale. Vous vous élevez au-dessus des affaires courantes, mais les affaires municipales, ce sont des affaires assez terre à terre. Vous avez raison. Probablement, mais qu'il faut gérer. Il faut gérer, oui, d'accord. Mais vous savez, dans une mairie, quand vous avez une bonne administration, les affaires courantes se gèrent. Quand je parle d'affaires courantes, c'est s'assurer que les rues sont déblayées, s'il y a des problèmes de collecte d'ordures, de sécurité. La vraie vie des citoyens. Aussi. Oui, on gère ces choses-là. Et puis, écoutez, il faut quand même dire que l'équipe qui est là, la ville, les gens ont fait le travail. Il faut regarder, il faut s'élever au-dessus de ça, puis prendre des grands morceaux. Parce que si, notamment avec l'endettement,
ça devient énorme et tout. Et puis après ça, il faut dire aux gens, non, à l'heure actuelle, le discours, on n'augmentera pas plus que l'inflation et tout. Mais quand on va dire, désolé, on s'est trompé, on ne peut pas faire ça. Il faut prévoir. Je vais vous faire un parallèle. Vous avez un jeune couple qui emprunte, il finance par la SCHL, achète la maison, 2 voitures qui sont financées, bien endettées, et puis là, il décide, je vais introduire un nouveau sujet intéressant, j'espère que vous allez m'interviewer là-dessus. J'arrive. Il décide de se construire une piscine. J'y arrive avec une piscine parce que construire une piscine. Et là, le conjoint dit, mais comment on va financer? Le conjoint répond, ne te fais pas de soucis, je vais avoir une promotion dans 2 ans. Ce n'est pas acceptable. Justement, piscine, parce que je sais que c'est un dossier qui vous tient beaucoup à cœur. Actuellement, on sait que le gouvernement du Québec est en train, je pense que ça entre en vigueur au mois de septembre. Le 30 septembre. C'est entré en vigueur. C'est en vigueur, mais c'est-à-dire que le 30 septembre, c'est pour les piscines pré-2010 de se conformer. Les fameuses actions de clôturer les piscines pour sécuriser, évidemment, les piscines privées sur les terrains. Vous vous êtes impliqué dans un comité qui a brassé pas mal, puis qui a fait en sorte que les choses aussi, que la règle a changé, que les règlements ont changé, le gouvernement a assoupli substantiellement les mesures qui étaient demandées, parce que dans le fond, il fallait clôturer complètement et tout de suite au bord de la piscine, là, ce qui représentait des frais de plusieurs milliers de dollars. On en est où là-dessus? Bien, écoutez, on a fait... un petit rappel, si vous permettez. Oui. Le 27 mai, on a rencontré au mois de février, nous, le comité citoyen des piscines où je suis. Et d'ailleurs, il y a des gens de la Rive-Sud qui siègent là, dont 2, Bouchervillois et moi-même. Ben oui. On a rencontré le MAMACH et c'est là qu'ils ont dit, ben oui, vous pouvez utiliser les murs de votre maison. Exact. Alors, on leur a dit, mais écoutez, lisez votre documentation, lisez le guide, lisez toutes les informations. Ce n'est pas ça que vous dites. Alors, on leur a dit, il faut que ça change. Bon, ça a pris 3 mois. Le 27 mai, ils ont publié un nouveau guide, un nouveau document d'auto-évaluation. Et là, bien, les gens qui reçoivent ça maintenant voient qu'ils peuvent, plutôt que payer 10 000 en moyenne, ils peuvent sécuriser leur cours à 700, 600 et tout. Les gens sont bien contents. Ils économisent 9 000 Sauf qu'il y a des gens qui ont regardé le règlement qui s'en venait, puis ils ont déjà fait les travaux. Il y a des gens qui l'ont déjà appliqué, mais ils ont été induits en erreur, tout simplement. Et carrément, et cette preuve-là peut se faire facilement lorsqu'on lit les documents. C'est factuel, là. C'est probant. Ils ont été induits en erreur. Alors là, on a écrit à la ministre Laforêt, qui n'est plus là. Ben non. Là, bien évidemment, on a reçu une réponse de non-recevoir, il n'y a pas de question. On nous donne des arguments un petit peu superflus qui ne tiennent pas la route, à mon avis, quand on dit qu'ils n'ont pas fait d'erreur, que c'était clair, etc., etc. C'est faux. Il pourrait même y avoir des poursuites, à mon avis, il pourrait y avoir des poursuites. Parce que si on se met à la place d'un citoyen qui a fait clôturer sa piscine l'an passé en se disant, bien, le règlement s'en vient, j'ai pas le choix. On reçoit tout ça. On nous écrit, est-ce qu'il va y avoir une action collective, etc., etc. Oui, moi, je me dis aux gens, ben oui, voulez-vous l'initier? Ah non, je veux pas. Mais si quelqu'un est bien lésé, là, moi, je lui dirais, allez aux petites créances. Pas besoin d'avocat. 100 de frais de dossier. Vous alignez ça, vous mettez ça dans la machine. Ça va suivre son temps. Et comme il va y avoir une action, ça va mettre le poids sur le gouvernement. Mais là, ce qu'on souhaite faire, c'est relancer le gouvernement dans ce dossier-là, écrire à la ministre Guilbeault. Parce que, vous savez, il y a 60 000 piscines creusées, selon notre estimation, pré-2010. OK. Et nous autres, là, on leur a fait économie. Ça leur aurait coûté 10 000 ces gens-là, sans notre action. 10 000 fois 60 000 piscines, on parle de 600 millions de dollars de dépenses que le gouvernement avait, encore une fois, exigé des citoyens de façon ridicule. Nous, on fait diminuer ça. Mais là, il faut donner le temps aux gens de pouvoir réaliser cela. Et il y a pénurie de pièces, pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut aider les citoyens à se conformer intelligemment? Donc, le gouvernement, on va les relancer. Ils doivent dire qu'ils se sont trompés, désolés. Ils ne sont pas obligés de dire désolés. Ils se sont trompés et on reporte d'un an. Le message est passé. Oui, merci. C'est tout le temps merci infiniment et j'espère pouvoir revenir à votre micro. Bien, pourquoi pas? Puis comme je dis à tous ceux et celles qui passent ici, bonne campagne. Merci infiniment. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, c'est Vincent Lavigne qui est candidat à Longueuil. À tout de suite. À 35 000